Bonjour. Il y a eu quelques jours sans message de ma part, mais c'est parce que mon ingénieur du son était parti quelque part. La délirante Anna Maria m'avait abandonné, mais elle est revenue et je vais pouvoir poursuivre actuellement donc, mes souvenirs d'enfance, le fils de Garonne, numéro 3. Au Cèdre, nous habitions une grande maison où il y avait aussi les propriétaires qui demeuraient sur le devant. Un devant où l'homme de la propriété préparait d'ailleurs des appâts au pastis pour les poissons de la Garonne et notamment des carpes qu'il y avait encore et des gardons agréables à manger. Et je crois que j'en aurais presque mangé, mais de l'appât, pas des poissons. Je n'ai jamais trop aimé le poisson à cause des arêtes. J'ai eu des chats qui adoraient le poisson, mais avaient beaucoup de difficultés à se débarrasser des arêtes restées parfois plantées dans leur gorge. Ma grand-mère paternelle, elle, était remarquable en cela qu'elle adorait le poisson et même ses arêtes, comme les chats, juste cités. Elle ne s'arrêtait pas justement aux arêtes et s'escanait, s'étranglait avec, mais en sortait toujours vivante. Beaucoup plus tard, on me servit au Japon une arête épicée avec grand respect. Je ne pus au premier abord m'empêcher de rire, n'ayant jamais pensé que l'arête puisse être autre chose qu'une souffrance. Arrête de pleurer, me disait-on souvent. C'était pourtant le sushi d'exception du restaurant et qui avait demandé une longue préparation. Il était d'ailleurs d'un délicieux croquant, et il était craquant, mais tellement inhabituel que je n'avais pu m'empêcher de le juger négativement au premier abord, comme le fait régulièrement d'ailleurs la majorité des gens face à de l'inconnu, même présenté comme du nouveau et sous les meilleurs appâts, sous les meilleurs après. En revanche, les arêtes de sardines en boîte ne m'ont jamais effrayé car tout jeune, je les écrasais dans la chair des dites sardines en les broyant avec un peu de vinaigre et de vin, du vinaigre de vin trouvé, et je trouvais cela très bon. Plus tard, je fis à La Rochelle, chez Coutenceau, 3 étoiles, l'expérience d'une arête tout à fait dégustable, de salle à manger bien sûr. Mais j'arrête là mon couplet sur les arêtes et reviens sur la villa des Cèdres où je demeurais donc tout petit. Il y avait aussi dans la villa des Cèdres la famille Matabio. Le père était militaire aussi comme mon père. Petit, avec des lunettes, sergent seulement, complexé, le regard froid, pas très beau et sans charme. Petit, maigrichon, malingre. Il partirait un jour pour une autre femme. Mais pour l'heure, la mère, sa femme, ne souriait jamais et ses propos étaient à son image. Leur premier fils s'appelait Pierre et jouait parfois à être mon grand frère. Mais je pouvais le considérer ainsi. Je ne pouvais pas le considérer ainsi. Trop suffisant il était. Le second fils s'appelait Didier, un prénom que je n'ai jamais aimé, et je ne sais pourquoi. Didier était gravement diminué par une sorte de poliomyélite. Son langage comme ses gestes étaient hachés et lui donnaient une impression de robot dégingandé et grimaçant. Presque un peu comme moi maintenant. Tous trois, nous creusions le sable devant la maison, y faisant des routes sans voiture ni camion, seulement en contact avec la nature environnante. Je restais presque toujours à l'écart d'eux, comme je me suis toujours senti rester à l'écart de toute ma vie, de toute la vie. J'ai ainsi senti le danger ou l'anormalité. En jouant, nonobstant, non loin d'eux, les Matabio, j'eus eu l'occasion de découvrir avec un peu d'effroi une menthe religieuse. Elle me sembla aussitôt dangereuse.
Pas comme les sauterelles grises dont parfois j'arrachais les pattes, comme pour les empêcher de sauter et de s'éloigner de mes amusements. Je crois que ça avait été Monique, la fille de la demi-sœur de ma mère, qui m'avait enseigné les sauterelles. De quoi se souvient-on? Je vous le jure.